On a le plaisir de recommencer donc, cette matinée et de reprendre cette session sur alors, agréger et personnaliser les ressources pédagogiques. On va en parler, mais le titre a changé aussi. Le manuel numérique, les enjeux de l'agilité d'un support au service des professeurs et des élèves. Avec les témoignages donc, de Pascal Mériot, qui est enseignant au lycée La Martinière-du-Cher de Lyon, aux côtés d'Audrey Boulanger, qui est responsable de l'accompagnement des enseignants chez le livrescolaire.fr. On aura une présentation d'une vingtaine de minutes, suivie de questions, avec toujours la présence donc, de Nathalie Hector, qui est notre grand témoin. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc on est en effet sur un sujet qui nous concerne particulièrement au livre scolaire, parce qu'on est, pour resituer qui on est une maison d'édition, on fait des manuels scolaires papier et numérique. Et on a la particularité de travailler de façon collaborative avec des enseignants depuis maintenant 12 ans dans la création de nos contenus. Nos contenus sont en accès libre sur Internet et on est attentif à innover toujours d'un point de vue numérique, en intégrant le numérique en amont de la réflexion éditoriale. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pascal, qui donc est enseignant, chargé de projet à la DRAN et également membre de notre communauté qui nous accompagne sur les thématiques numériques. Donc on peut dire que sur le sujet des enjeux du numérique éducatif, tu es à la pointe. On s'est questionné sur la thématique du jour et on avait envie d'introduire le sujet avec un petit sondage pour vous mettre un peu dans la problématique qui nous concerne aujourd'hui. Le manuel papier, d'après vous, est-il destiné à être remplacé par le manuel numérique? Alors je vous invite à vous connecter sur WooClap et à voter. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation, plutôt pas d'accord ou vous ne savez pas? On va resituer aussi pourquoi on se pose la question. C'est que si on se projette 3, 4, voire 5 ans en arrière, l'usage du numérique à l'école était quand même l'apanage d'établissements un peu pionniers, de profs très volontaires. Et on se rend compte que depuis 2019 et la réforme du lycée, avec le fait que certaines régions se mettent à fond à financer des manuels numériques et des équipements pour leurs élèves et pour leurs professeurs, eh bien près de 30% des établissements sont passés au numérique. Donc cette accélération, évidemment, avec les confinements successifs et la mise en place de la continuité pédagogique, ont fait que accélérer un petit peu plus l'entrée dans le numérique des professeurs qui ne l'étaient pas forcément avant. Et donc moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est que je vois que globalement, vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça, donc c'est très bien. C'est très très bien. Et Pascal, tu vas nous parler quand même un petit peu de ce que finalement le manuel numérique apporte aux enseignants aujourd'hui, parce qu'on peut dire qu'il apporte quand même pas mal de choses. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il apporte? En tout cas, toi, dans ton usage au quotidien, à quoi il te sert? Alors, il me sert à plein de choses, mais il me semble qu'il y a trois points, en tout cas, qu'on peut aborder sur la question que tu me poses, Audrey. Le premier, c'est que d'abord, le manuel numérique aujourd'hui, alors il coexiste de plus en plus avec le manuel papier, et il apporte en fait une capacité d'adaptation extrêmement rapide et extrêmement intéressante. On peut prendre appui juste sur un exemple récent dans l'actualité, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, par exemple. Lorsque le conflit a éclaté en février 2022, on a pu voir un peu de partout un certain nombre de ressources apparaître. Et par exemple, des ressources, je pense au site EduScol qui a publié assez rapidement une espèce d'ensemble de ressources brutes pour éventuellement aborder la question en classe. Ce qui est intéressant, c'est que le livre scolaire s'en est très rapidement emparé également et a produit 2 dossiers
pédagogique, mais qui, à la différence des ressources brutes qui étaient proposées sous forme de liste de liens pour les enseignants, on avait finalement ce qui fait votre cœur de métier, qui est l'éditorialisation de la ressource. Et donc, par exemple, un dossier avec une cartographie adaptée aux élèves, ou la possibilité aussi de changer de regard, avec par exemple un dossier sur les données OSINT, qui sont les données ouvertes intelligentes, qui ont été utilisées pour informer sur la question du conflit. Et qui permettait par exemple également dans ce dossier-là de mettre en œuvre des compétences qui sont visées dans le cadre de l'enseignement de sciences numériques et technologies en classe de seconde et qui visent à développer les compétences numériques des élèves et en tout cas leur culture numérique. Et en fait, cette capacité du coup du manuel à fournir en tout cas le manuel numérique, parce que le manuel papier, quand il est édité, c'est compliqué. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie et parfois on a longtemps enseigné avec des cartes de l'Europe qui étaient complètement obsolètes. On peut prendre l'exemple de la sortie du Royaume-Uni avec le Brexit, et vous vous retrouvez en cours avec dans votre manuel une carte de l'Europe dans laquelle le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union européenne. Et en fait, cette possibilité du coup d'avoir une mise à jour des chiffres, des données, répondre aussi du coup à des attentes et à des besoins de ressources en fait, mais des ressources qui sont véritablement éditorialisées, c'est un élément moi qui me semble déjà un point extrêmement important et extrêmement riche, et en tout cas qui montre tout l'intérêt de cette agilité du manuel numérique. Le deuxième élément, ce qui me semble intéressant, c'est la capacité aussi qu'ont eu les manuels numériques de plus en plus à offrir une possibilité de personnalisation. Le support papier, ça reste quand même une potentialité de ce que l'institution prescrit. On a un programme et puis finalement l'éditeur et les auteurs en font une lecture et une proposition. Mais cette proposition, elle est relativement enfermée par le cadre, si ce n'est même que le cadre de la page. On va de document 1 au document 5, on a un questionnement qui est fléché. Et la possibilité en fait pour l'enseignant, à travers le manuel numérique, de pouvoir réagencer les contenus, de pouvoir du coup les personnaliser et donc de fait de davantage se les approprier, ça me semble être quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il peut aussi y ajouter sa patte personnelle et finalement intégrer ses propres ressources et les agencer et les réagencer comme il le souhaite. Et en fait, le troisième élément, moi, qui me semble aussi intéressant, et ça c'est une évolution qui est plutôt récente, c'est le fait que le manuel numérique aujourd'hui est un manuel qu'on pourrait qualifier d'intégratif, au sens où ce manuel, il s'intègre, notamment avec l'arrivée du gestionnaire d'affectation des ressources, il va s'intégrer dans l'écosystème de ressources numériques accessibles aux enseignants. Et lui-même, en fait, il intègre pas seulement de la ressource éditorialisée, il va intégrer des outils. Alors je pense par exemple aux livres scolaires, sur les manuels de lycée, à l'arrivée d'un outil qui est le labo de langue dans les manuels de langue vivante. On peut penser à l'arrivée d'outils qui vont venir en support du manuel, je pense par exemple aux exercices interactifs. Et en fait cette capacité du coup à être non seulement une ressource documentaire, en tout cas au sens plein du terme de la notion de ressource, de ressources d'enseignement, il a la capacité aussi, ce manuel numérique, à intégrer d'autres outils numériques et dans un écosystème dans lequel l'élève va pouvoir naviguer. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, de l'intégration de ces outils-là dans les gestionnaires d'affectation des ressources au sein des ENT, des établissements scolaires. Et justement, Pascal, tu fais le lien avec les élèves. Qu'est-ce que ça leur apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce que tu utilises, toi, avec tes élèves au quotidien? Ça leur apporte en fait un peu la même chose que pour les enseignants. D'abord, cette capacité d'adaptation. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a aujourd'hui des outils qui, par exemple, sont en capacité de s'adapter relativement facilement aux élèves à besoins particuliers. Moi, j'ai dans les élèves qui ont des PAI, donc des plans d'accompagnement individualisés ou des plans d'accompagnement personnalisés, parce que vous avez aujourd'hui des élèves dyspraxiques, dyslexiques, etc. dans vos classes, on va vous dire que pour cet élève-là, il vous faut faire une photocopie en A3 spécifique. Enfin, c'est compliqué en fait pour l'enseignant quand en lycée vous gérez 35-36 élèves avec plusieurs classes. Cette question-là, elle est vraiment problématique. Et en fait, le manuel numérique, lui, il est en capacité de s'adapter. Je donne deux outils que j'utilise régulièrement. C'est l'adaptation à la police.
et donc la capacité d'avoir par exemple des polices spécifiques pour les dyslexiques. C'est la capacité par exemple aussi d'avoir du text-to-speech, hein, c'est-à-dire ces modules qui permettent de lire les consignes, qui permettent de lire un texte qui est long, et on sait que pour les élèves dyslexiques par exemple, sont des outils qui sont véritablement nécessaires, puisque nous on va nous demander par exemple de reformaliser à l'oral par exemple un certain nombre de consignes à destination de ces élèves dyslexiques. Il y a un autre élément aussi qui me semble fondamental, c'est la qualité des contenus qui sont proposés. Par exemple, une image en haute définition. La possibilité de pouvoir, sur un document patrimonial comme le Sacre de Napoléon dans un manuel d'histoire, d'aller pouvoir regarder les abeilles sur la robe de l'impératrice, par exemple. Et ça aussi, c'est un élément, moi, qui me semble extrêmement intéressant. Et bien entendu, la capacité, du coup, aussi d'offrir des supports qui sont extrêmement diversifiés et qui peuvent être pertinents. Je pense notamment à l'intégration de la vidéo. On sait aujourd'hui que la vidéo, d'un point de vue des apprentissages, c'est quelque chose d'efficace, pour peu qu'elle soit bien construite. Et on voit hein, se multiplier chez les enseignants des capsules qui sont faites, mais là pour le coup la professionnalisation, en tout cas enfin votre professionnalisme dans l'éditorialisation de la ressource, dans des vidéos qui sont dans un format extrêmement court, qui sont extrêmement bien éditorialisées, on sait que ça va être un support d'apprentissage efficace, parce qu'on sait que la vidéo aujourd'hui elle appelle notamment dans la mémorisation tout ce qui va être du caractère multisensoriel finalement. Je pense aussi par exemple à tout ce qui est de l'ordre des outils interactifs dont on dispose dans le manuel. Je pense pour ma part, par exemple, l'usage de cartes interactives ou l'usage de frises interactives. Et ce qui est très intéressant sur ces processus d'animation, c'est que là aussi on sait qu'ils sont favorables aux apprentissages. On sait que pour par exemple montrer le phénomène d'expansion de l'Empire musulman au 7e siècle, eh bien on sait que de pouvoir justement le montrer par étapes et de le figurer de manière cohérente pour les élèves au tableau, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent et qui est extrêmement efficace. Donc cette capacité finalement à être interactif, à diversifier des contenus, et le dernier point qui me semble fondamental, c'est la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que le livre scolaire, par exemple, vous êtes les premiers à avoir proposé une véritable application, pas seulement un PDF augmenté ou amélioré, mais une véritable application qui est responsive. Et on sait aujourd'hui, moi je prends pour mes lycéens, hein, sur une enquête qu'on a fait au lycée, par exemple, pendant le confinement, le principal terminal d'usage aujourd'hui de l'élève, c'est le téléphone portable. Et quand on regarde, par exemple, un outil comme l'ENT de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est tout sauf responsive, c'est extrêmement compliqué pour un élève de pouvoir l'utiliser sur son terminal. Par contre, aujourd'hui, on a un accès avec le manuel numérique à un support de ressources qui est entièrement finalement adapté à ce format-là. Et ça, c'est extrêmement important, au-delà des enjeux que pose la question, bien entendu, de l'accessibilité de la ressource. Par exemple, elle est disponible hors connexion. Ça aussi, moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont un très beau téléphone mais qui n'ont pas d'abonnement 4G. C'est ce qui explique qu'ils vont squatter le McDo et le Starbucks le week-end pour avoir du Wi-Fi gratuit. Donc ça c'est la réalité, et donc d'avoir cette ressource accessible hors connexion, accessible sur des divers supports, en classe, à la maison, sur son téléphone, dans le bus, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement pertinent. Ok, donc personnalisation, réponse aux besoins des particuliers des élèves, accessibilité, donc il y a pas mal de choses que le manuel numérique permet et que le papier ne permet pas. Ça invite une autre question à laquelle j'aimerais que vous puissiez vous positionner. Est-ce que d'après vous, le manuel numérique transforme les apprentissages ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord ou sans avis ? Et Pascal, justement, là-dessus, quel est ton point de vue ? Quelles sont les limites que tu vois ? Alors, mon point de vue, c'est d'abord que je partageais une grande partie des premières réponses à la question de la disparition du manuel papier et du manuel numérique. Et on a vu que dans la salle, pourtant il y a des aficionados du numérique dans la salle, on a vu que le manuel papier avait encore toutes ses vertus. Et ça questionne en fait la mythologie qui existe parfois autour de la question du numérique. Je prends juste un exemple de ces mythes qu'il faut parfois casser. Il y a une étude récente, vous avez peut-être vu, de l'OCDE qui vient de sortir et qui tend à démontrer que la lecture sur écran est moins efficace et moins efficiente que la lecture sur papier. Alors ça, c'est une façon de voir la question. Et on se rend bien compte du coup de la vertu que va avoir le manuel papier pour l'élève lecteur.
Mais par contre, si on interroge la question différemment d'un point de vue de la recherche scientifique, par exemple, sur cette question-là, en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt la manière dont on va lire sur écran. Et par exemple, si votre texte tient sur une seule page et qu'il n'y a pas de scroll, et donc que vous retrouvez finalement la délimitation physique de votre support, à ce moment-là, la lecture sur écran est tout aussi efficace que la lecture sur papier. Et on démontre également aussi que dans la recherche, si vous mettez en situation des interrogations régulières du lecteur vis-à-vis de ce qu'il lit sur le numérique. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, d'associer dans le manuel numérique un questionnement interactif via un quiz, par exemple. Si donc on interroge l'élève au moment où il lit le support numérique, à ce moment-là, on rend efficient la lecture sur le support numérique parce qu'on vient régulièrement l'interroger sur la compréhension de ce qu'il est en train de lire. Et on sait aussi, par exemple, que la lecture d'un roman sur une Kindle ou sur un livre est quasiment la même. Donc, en fait, c'est de cette manière-là qu'il faut interroger la question du support, finalement, du manuel numérique, c'est-à-dire revenir, en tout cas, pour moi, c'est fondamental, c'est les usages qu'on en fait et des usages qui, dans la mesure du possible, en sont raisonnés. De là à dire qu'ils transforment les apprentissages, ça, c'est une autre question parce que il me semble que parfois, on se trompe de cible. Souvent, et en tout cas, quand on regarde la manière dont ont été publicités les manuels numériques, on vendait quoi aux enseignants? Un contenu enrichi, un contenu augmenté, et on y vendait un contenu interactif. Or, je pense qu'en fait, ce n'est pas la question de l'interactivité qui est centrale, c'est la question des interactions. C'est-à-dire que les apprentissages, ils se construisent entre des individus qui interagissent entre eux. Et c'est là où je trouve que le projet du livre scolaire est extrêmement intéressant, parce que d'abord, il a été construit comme une interaction entre finalement un éditeur et une communauté d'enseignants. Et cette interaction-là, elle est extrêmement forte au cœur du projet, parce qu'il y a des échanges en fait réguliers entre les éditeurs livres scolaires et non seulement les auteurs, mais une communauté beaucoup plus large. J'en veux pour témoin, par exemple, le fait que des personnels du livre scolaire, depuis le début de l'année, viennent régulièrement dans ma classe pour voir finalement ce que c'est qu'un élève, pour voir ce que sont des conditions réelles d'enseignement, pour aussi les interroger sur leurs besoins et pour finalement que je puisse aussi participer à des évolutions ou même parfois des conceptions finalement de vos produits. C'est aussi un accompagnement au livre scolaire qui va au-delà du simple manuel. Je pense par exemple à l'animation que vous faites avec le blog Prof Power, où vous allez accompagner les enseignants dans des questions qu'ils se posent autour de la ludification des apprentissages, autour par exemple de la classe inversée, ou autour de même les transformations de l'espace scolaire, etc. Et donc là aussi, on voit bien que ce blog, qui est aussi du coup avec forum, etc., c'est un moyen en fait de travailler sur cette communauté, sur ces différentes interactions. Et ce qui est également intéressant, c'est les interactions que le manuel numérique, dans sa conception actuelle et dans son caractère intégratif qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette capacité aussi à pouvoir interagir avec l'élève. Pas simplement le caractère interactif, mais d'interagir avec l'élève dans ses apprentissages et par exemple de faire du manuel numérique une espèce d'interface entre la classe et le hors-classe, entre finalement la classe et la maison, notamment par le biais d'exercices autorégulés. C'est-à-dire que c'est extrêmement important que lorsque l'élève il apprend ou lorsqu'il révise et lorsqu'il doit mémoriser, il puisse encoder efficacement en s'assurant que ce qu'il apprend est juste. Et par exemple, le fait de lui fournir des exercices interactifs avec des feedbacks permanents, et donc cette espèce d'autorégulation, on sait que c'est efficient pour l'apprentissage. Et si en plus, en tant qu'enseignant, via une plateforme, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le manuel numérique, il s'intègre dans des plateformes beaucoup plus larges. C'est un élément qui me semble fondamental. Et ça, c'est possible, à mon avis, au sein du livre scolaire en particulier, parce qu'il y a quelque chose dans le projet qui me semble assez unique. C'est la capacité d'avoir non seulement voulu réfléchir au modèle économique du manuel, et je pense par exemple, moi quand j'ai commencé à utiliser l'œuvre scolaire, c'est d'abord en 2009, parce que c'était le premier manuel qui rendait open source l'accès au manuel. Et ça, c'était déjà une véritable première révolution et qui est inhérent à la culture du numérique. Je pense que la culture du numérique, elle est fondée sur cette culture du partage et de l'open source. Ça, c'est la première chose. Deux, c'est d'avoir
non pas externalisé, comme c'était le cas dans d'autres éditeurs pour lesquels j'ai pu travailler, où on externalisait nos contenus interactifs, où on externalisait toute la production finalement numérique, c'est d'avoir intégré des développeurs au sein de l'équipe. Et en fait, cette synergie entre les compétences pédagogiques, éditoriales, les compétences numériques des développeurs, le lien avec la communauté, eh bien finalement on arrive aujourd'hui à avoir finalement un manuel numérique qui est davantage parfois presque une LMS, c'est-à-dire presque une Learning Management System, qui va permettre finalement aux élèves et aux enseignants d'interagir à travers une interface numérique. Et c'est vers ça peut-être qu'il faut tendre. Justement, donc ça c'est un vaste programme. On se pose pas mal de questions évidemment au livre scolaire et tu nous accompagnes là-dessus comme près de 4000 enseignants aujourd'hui. Si on devait se projeter un petit peu, alors le manuel papier n'est pas mort, le manuel numérique aujourd'hui répond à un certain nombre de besoins mais pas encore complètement optimal. Ça serait quoi la forme du numérique demain pour l'éducation ? Alors, en fait, pour y réfléchir, il me semble qu'il y a un cadre théorique qui est intéressant à projeter. C'est le modèle d'intégration des technologies numériques dans l'enseignement de Ruben Pionnenterra. Et donc c'est le modèle du SAMR que vous avez derrière. Et en fait, je trouve que ce modèle, il interroge véritablement l'évolution en fait du manuel papier vers le manuel numérique. Si on reprend un tout petit peu, ça c'est mon côté prof d'histoire, si on reprend un tout petit peu l'historique des manuels numériques, au départ c'est une simple substitution. C'est-à-dire que vous allez avoir une version PDF basique de votre manuel papier. Ça, c'est la première chose. La seconde, on est dans les temps. La seconde chose qui apparaît très très vite et qui est d'ailleurs souvent ce qu'on va retrouver sur les plaquettes à destination des enseignants, c'est le caractère de l'amélioration. Amélioration de la qualité, son caractère augmenté avec les cartes interactives, les frises interactives, des nouveaux supports, la vidéo, etc. Et finalement, on est dans ce que Pionnenterra appelle, alors on parle d'embellissement, mais on parle en fait de la capacité du numérique à augmenter un certain nombre de tâches d'apprentissage en fait. Je pense qu'aujourd'hui, avec le manuel intégratif, qu'on évoquait tout à l'heure, on est déjà dans une étape qui va vers la transformation des apprentissages, mais qui est finalement une modification. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, leur capacité de s'intégrer, d'intégrer des outils de manière cohérente, de la ressource de manière cohérente, eh bien, ça permet finalement de commencer à transformer significativement les tâches. Là où on n'est pas, c'est dans le sous-marin en fait. C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, le format qui existe actuel ou tel qu'il est proposé, il est encore trop dépendant finalement de son caractère papier de départ. C'est-à-dire qu'il reste, quoi qu'il en soit aujourd'hui, pensé en lien avec le papier, même si dans le projet du LLS c'est consubstantiel presque, ça l'est peut-être pas suffisamment. Et du coup, peut-être que ça invite à essayer de penser à révolutionner et donc à redéfinir, c'est-à-dire d'offrir un objet, je ne sais pas s'il faut qu'on l'appelle manuel en fait, c'est d'offrir un objet qui permettent de redéfinir complètement les tâches d'apprentissage en classe. Et quelles évolutions, du coup, on pourrait envisager? Alors, j'ai deux idées, moi, qui me viennent comme ça. La première, ça serait, il faudrait qu'on trouve, mais je pense qu'on va le trouver chez LLS, mais il faut qu'on trouve le Steve Jobs du manuel numérique. Vous voyez, Steve Jobs, en 2007, c'est l'entrée dans le 21e siècle, en fait, 2007, c'est la date rupture. C'est une révolution sociétale phénoménale par un objet qui est tout sauf un téléphone, puisqu'il devient un smartphone. Et en fait, j'aurais envie de dire que le manuel devrait devenir tout sauf un manuel et devrait devenir un smart manuel. Et au sens où, en fait, il faudrait que le manuel soit intelligent. C'est-à-dire que finalement, ce manuel, il aurait une capacité, via des algorithmes, des intelligences artificielles, par exemple, de s'adapter au profil de l'élève, de pouvoir adapter l'exercice, pas seulement la taille du texte ou pas seulement la police, mais peut-être d'adapter même, pourquoi pas, la progression, pourquoi pas même la longueur du texte, pourquoi pas même l'accès à la ressource, parce que cet élève-là, on va identifier que finalement, la ressource image animée va être peut-être plus efficace qu'une ressource textuelle. Et que finalement, on ait une intelligence artificielle qui soit capable d'adapter ça. Je pense également aussi au fait que cette intelligence artificielle, elle peut avoir un rôle pour l'enseignant. C'est tout l'enjeu, à mon avis, de la big data et des learning data. C'est-à-dire, est-ce que si j'ai un outil de tracking qui me permet de dire combien de temps passe l'élève pour lire ce texte-là, combien de temps il reste sur cette image, ce qu'on sait déjà faire sur les réseaux sociaux,
toutes les analyses d'algorithmes sur les réseaux sociaux qui poussent des contenus regardent combien de temps vous restez sur l'image, combien de temps vous lisez la vidéo, etc. Et donc qu'on ait cette capacité à pouvoir traquer le regard de l'élève sur le manuel, par exemple, comment son regard circule sur le manuel, qu'on puisse avoir un temps de l'activité qu'il a passé à la maison, qu'on puisse savoir de manière intelligente pour que ça puisse pousser des contenus de manière un peu automatique pour l'enseignant, c'est-à-dire que véritablement ça devienne un assistant intelligent de l'enseignant. Ça ne remplacera jamais l'enseignant. Mais en tout cas, ça peut lui donner un accès à une donnée traitée et analysée à laquelle il n'a pas accès si on avait ce manuel intelligent. Et le deuxième élément qui me semblerait également intéressant et qui peut être une piste aussi et qu'on a commencé à explorer d'ailleurs au livre scolaire, c'est l'idée que finalement, est-ce que ce manuel ne devrait pas être une espèce de vaste ressourcerie non pas linéaire, parce que si vous regardez un manuel papier, et les manuels numériques encore aujourd'hui, ils sont relativement linéaires. Or, si vous regardez par exemple les plateformes numériques, je pense voilà, si on avait un manuel qui soit un Netflix du manuel, vous voyez ce que je veux dire, le manuel Netflix, dans lequel en fait vous avez des milliers, des centaines de ressources en fait à l'intérieur. Dans le catalogue Netflix, vous ne voyez que ce que Netflix veut vous montrer. On est bien d'accord. Moi, si je me mets sur le compte de mon fils, je vais voir tout un tas d'animés dont je ne connaissais même pas l'existence. Et en fait, on pourrait imaginer que le manuel fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que non seulement, aujourd'hui, on a essayé de faire cette présentation, par exemple, voilà, où pour que l'enseignant puisse préparer, il a une espèce d'accès à un certain nombre de ressources qui lui sont rendues visibles sous la forme d'un catalogue. Mais si j'ai de la ressource qui s'adapte finalement à mon profil, enfin, regardez, c'est le fameux profil Netflix de la famille, où chaque membre de la famille a son propre profil Netflix. Et donc, si dans chaque enseignant, chaque élève a son propre profil, avec des ressources qui lui sont poussées. Toi, je sais que tu es un enseignant qui, par exemple, ludifie tes activités, donc je vais te pousser du contenu de ludification. Toi, je sais que tu es un enseignant qui utilise tel et tel type de contenu. Ça ne veut pas dire que pour autant, parfois, je ne vais pas t'en suggérer d'autres auxquels tu n'as pas pensé. Mais en tout cas, ça pourrait être une voie, ce qui ferait qu'on n'aurait plus quelque chose de linéaire. On aurait quelque chose dans lequel on va circuler au sein de la ressource, on va agréger, réagencer, personnaliser ces différentes ressources, et ce qui peut-être permettrait de redéfinir aussi un certain nombre d'éléments qui sont cette fois-ci en classe, c'est-à-dire ça permet à l'enseignant peut-être de repenser totalement les activités qui vont être présentes en classe. Voilà, je ne sais pas si je suis clair et si ces deux perspectives vous interrogent. Voilà. Bah, ça nous interroge. En tout cas, on y travaille. Les 50 personnes du livre scolaire, dont quelques-unes sont dans la salle aujourd'hui, y travaillent au quotidien avec les profs et avec toi. Donc merci à tous pour en tout cas votre participation, réponse au sondage et maintenant vos questions. On va prendre la réaction et les questions de notre grand témoin, donc Nathalie Hector, directrice de l'innovation à la Schema Business School, et puis les questions de l'audience. Merci, c'était très intéressant. Je suis d'accord avec vous sur la maturité technologique et le défi, je crois qu'on a aussi sur le sujet, c'est la collecte de data, ce qu'on veut en faire, ce qu'on va en faire. Et la logique de communauté, parce que dans notre secteur de l'enseignement supérieur, il y a une boîte qui s'appelle Cyberlibris, qui a travaillé sur une logique de rhizome ou de réseau en fait, pour structurer en fait, un ensemble de données qui nécessite de passer par plusieurs éditeurs. Et c'est sans doute effectivement, je pense que c'est pas tant de la science-fiction que ça, mais c'est une histoire de maturité par rapport à un secteur qui est parti un peu plus en décalage par rapport au secteur des séries, du Netflix. Mais je pense qu'on pense tous à ce Netflix de l'éducation avec ses points de faiblesse aussi. C'est pousser du contenu, c'est aussi limiter la capacité à avoir une bonne information et une ouverture d'esprit sur d'autres sujets. Voilà, on voit un peu la limite aussi du modèle de Netflix ou de Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le changement de l'algorithme de Twitter fait que maintenant, selon ce qu'on like, c'est même plus intéressant d'être sur Twitter. On s'observe comme un miroir. Donc il y a des beaux sujets de... Voilà. Et comme je dois poser une question, j'en ai une, alors assez bizarre peut-être, mais est-ce que du coup, avec tout cet investissement sur la personnalisation et le côté numérique dans l'accompagnement de la salle de cours, dans vos cours d'histoire géo, est-ce que vous constatez que les étudiants, vu leur âge, en plus, s'intéressent un peu plus à la lecture et paradoxalement, éventuellement, reviennent sur des lectures de livres plus classiques parce qu'ils auront vu des choses où seront allés un peu plus loin dans votre cours, par exemple?
je ne sais pas si on peut faire un lien sur la question, enfin sur leur intérêt ou leur curiosité intellectuelle pour la lecture ou pour d'autres supports. Ça peut être le cinéma, d'aller voir d'autres choses que voilà. Je ne sais pas si je peux faire un lien là-dessus. Je pense que c'est le cours lui-même qui va leur ouvrir les esprits et très souvent. C'est plutôt aussi à l'enseignant, dans les ressources qu'il va leur proposer, d'aller chercher des choses qu'ils n'iront jamais voir. C'est-à-dire que si moi je leur montre pas un film d'Eisenstein, ils iront jamais voir un film d'Eisenstein. Et si parfois je leur conseille pas des lectures, je suis pas sûr qu'ils aillent les lire. Maintenant, il y a quand même pas mal d'élèves qui encore continuent, je pense, d'avoir des activités de lecteurs. Je pense que la littérature jeunesse, par exemple, et son dynamisme en témoignent. Mais je ne sais pas s'il y a un lien. Ce qui est sûr, pour répondre peut-être différemment à la question qui est posée, et que j'évoquais tout à l'heure, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de différenciation parfois pédagogique, d'individualisation. C'est quand même compliqué pour les enseignants dans une classe à 35 d'individualiser, de personnaliser. C'est pour ça que je disais que si on avait un outil qui parfois peut nous accompagner, en fait, et un outil intelligent, hein, même si, avec la notion d'intelligence artificielle, quoi, hein, qui est tout sauf intelligent entre guillemets, mais voilà, mais quelque chose qui nous accompagne pour observer en fait, hein, cette question de la data qui nous permet d'avoir ce feedback en fait parfois de ce qui peut se passer à la maison, du temps que l'élève travaille ou pas. De la manière dont en fait il travaille, voilà, et un outil aussi qui l'accompagne lui dans ses stratégies d'apprentissage. Et ça, on a besoin de données en fait. On a besoin de comprendre l'individu davantage. Et donc ça, je pense que cette question-là, elle est essentielle, en tout cas à travailler. Et je suis d'accord avec vous, c'est aussi une question de maturité, parfois aussi peut-être d'intégration des technologies aujourd'hui. Et en même temps, il y a cette capacité à diversifier. Et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que finalement, je pense que aujourd'hui, ce que permet parfois le numérique, ou en tout cas par exemple les manuels numériques, c'est cette diversification des contenus. Et en fait, l'enseignant aujourd'hui, il a besoin d'avoir une trousse à outils et d'être outillé et équipé pour pouvoir répondre à différents types de besoins, à différents types de publics. Et pour ça, il a besoin d'avoir une trousse, une palette de couleurs de plus en plus étendue. Et c'est là où je trouve que les outils de manuel numérique, cette capacité du coup aujourd'hui à pas seulement intégrer une image, un contenu interactif, mais à intégrer d'autres types d'outils, la capacité de l'élève à pouvoir formuler par exemple sa réponse à l'oral, en enregistrant directement sa réponse. Donc cette diversification-là qui en même temps permet une autonomie. Parce que l'élève peut parfois choisir, c'est-à-dire qu'il a le choix de répondre à l'oral ou de répondre par écrit ou de répondre en dessinant. Et en fait, c'est ça c'est cette agilité-là, je trouve, qui est à mon avis une vraie réponse, en tout cas, aux besoins aujourd'hui en classe d'adaptation à des publics. Moi, souvent, je dis que mes élèves sont des X-Men parce qu'ils ont muté. Ils ont muté parce que leurs rapports aux apprentissages ne sont plus les mêmes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas un rapport au savoir, mais je pense que ce rapport au savoir a beaucoup changé. Enfin, en tout cas, depuis que je suis enseignant, ça fait 25 ans. Alors, on a un petit peu débordé sur le timing ce matin. On peut prendre une ou deux questions. Je suis sûr qu'il y en a. Peut-être que vous n'osez pas les poser. Voilà. Alors moi, je vais oser la poser. Alors merci pour cet exposé très enrichissant, très pertinent. Et moi, j'avais une question à vous poser. J'accompagne ici, sur cette journée, ma collègue qui est sourde et malentendante. Et bien sûr, nous, on travaille dans la formation professionnelle pour des personnes en situation de handicap. Donc le sujet du numérique, bien sûr, c'est un sujet très présent dans nos réflexions et dans l'approche que l'on a de la formation et de l'enseignement. Et moi, à vous entendre faire votre exposé sur un dynamisme en fait qui est très inspirant en fait. Je me demande, l'élève qui est en difficulté avec l'approche du numérique, en fait, la première question c'était comment préparez-vous vos élèves à bien utiliser l'outil numérique? Ça, c'était une première question. Et la deuxième question, alors elle est difficile, je sais, hein, mais ça me démangeait de la poser. Comment est-ce que dans une classe avec un élève aux besoins spécifiques très particuliers, mais vous le disiez justement, dans une grande classe,
surchargé. Comment est-ce que nous, enseignants, on va détecter la difficulté de tel élève? Et comment votre outil, que vous disiez intelligent, enfin vous voyez quelque chose de très intelligent, comment cet outil va évaluer si l'élève, celui-ci dont on parle, ne répond pas ou ne comprend pas, il ne va pas être nourri de ressources supplémentaires? Comment est-ce que vous pensez les agréger, justement? Je pense que la première réponse, elle est humaine, d'abord. C'est-à-dire que pour avoir, moi également, au lycée La Martinière-du-Cher, on accueille une section avec des élèves malentendants. Et je pense que la réponse, elle est d'abord humaine. C'est-à-dire qu'on a, pour ces élèves-là, des personnels formés qui les suivent et qui les accompagnent, justement, et qui viennent véritablement être des enseignants aux côtés de l'enseignant. Donc je crois que ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est une première réponse. Et à mon avis, il y a une sous-dotation, sans vouloir faire de politique, dans ces besoins humains. Donc la première réponse, elle est humaine. La seconde, elle peut être quand même technologique. On parlait tout à l'heure de la responsivité des manuels et de l'adaptation au terminal des élèves qu'est le smartphone, par exemple. Je pense que c'est d'offrir des outils qui sont adaptés et donc des réflexions sur la question de l'inclusion et de ces formats, par exemple. Quels sont les formats les plus accessibles? Quels sont les formats les plus adaptés? Et je pense que là, par exemple, c'est une chose très importante dans l'éditorialisation de la ressource. Moi, par exemple, je rencontre un gros problème avec mes élèves malentendants, c'est que j'utilise, comme beaucoup d'enseignants aujourd'hui, la vidéo. Et aujourd'hui, quand vous trouvez des vidéos sur YouTube, alors l'algorithme de YouTube a plutôt bien performé sur la transcription, mais c'est pas ça encore. C'est pas ça. Et donc, quand vous produisez une vidéo en tant qu'enseignant, il faut la transcrire, en fait. Enfin, il faudrait, par obligation, enfin, normalement, c'est presque une obligation légale. Et donc, d'offrir des contenus, par exemple, éditorialisés, justement avec une véritable transcription qui va être adaptée au handicap, entre guillemets, de la personne, ça me semble être des éléments qui sont fondamentaux et que je pense que les technologies numériques peuvent apporter. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, il y a en tant qu'enseignant, je constate un manque sur un certain nombre de ressources et elles pourraient être, à mon avis, assez facilement comblées pour peu qu'elles soient pensées et qu'elles soient justement en capacité. Et c'est là, je trouve, l'intérêt, de manière autonome et intelligente, de s'adapter au profil de la personne. C'est pour ça que je parlais du smart manuel, parce que c'est finalement, si lui, il est capable de fournir la bonne ressource adaptée au profil de mon élève, c'est un élément qui me semble fondamental. Alors c'est des réflexions par exemple qui sont menées aujourd'hui, on suit à la DRAN, il y a des représentants ici, un projet qui s'appelle Include et qui s'intéresse, alors pas forcément d'ailleurs à la question de l'inclusion des élèves à besoins particuliers, mais en tout cas il y a une vraie réflexion aujourd'hui portée par un consortium d'universités sur comment on va inclure par et avec le numérique par exemple sur des questions d'orientation. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui qu'on a des élèves qui n'ont pas accès au supérieur. Ça peut être géographique, mais ça peut être aussi parce que j'habite un territoire lyonnais dans lequel finalement l'accès au supérieur ne se fait pas. Et donc, en quoi peut-être des campus déportés, voilà, on est en train de monter un campus une formation PACES à Bellegarde, par exemple, dans lequel les élèves vont pouvoir suivre leur PACES, mais de l'un à distance. Donc, ces questions en fait d'inclusion par les technologies et avec les technologies numériques, c'est une question qui est effectivement fondamentale et qui peut-être est encore un impensé. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pensé, mais comme beaucoup de choses avec le numérique. Après, je vais compléter parce qu'on on va tous être confrontés à une directive européenne qui va s'appliquer en 2025, qui est de rendre accessibles tous les contenus numériques et le scolaire en fera partie. Donc nous on y travaille, on est déjà en réflexion sur ces sujets. À titre d'exemple, notre application iOS, elle est à 90% accessible. On l'a testée, on l'a améliorée encore récemment avec un professeur qui est déficient visuel et qui en est ravi. Il l'utilise avec l'application, avec le mode voice-over sur son smartphone et il en est ravi. Il nous a fait la démonstration. Donc voilà, on essaye quand on nous remonte des besoins d'y travailler de façon très spécifique. Et c'est vraiment une préoccupation qu'on a de rendre accessible un maximum nos contenus. Et en 2025, on ira tous là-dessus de toute façon. Merci beaucoup. Je dois mettre fin à cette discussion, malheureusement, même si on avait tous envie de la poursuivre, parce que vous nous avez donné beaucoup
de matière à réflexion. Donc merci beaucoup et je vous invite à poser toute autre question à la pause à Pascal et Audrey. Merci.